Alors c'est vrai que les décrochages violents, brutaux, la semaine dernière, de Worldline, de Sanofi ou encore Alstom, c'était il y a plusieurs semaines, ont surpris par la violence de leur ampleur. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour tout le Charles monde. Sana, fondateur du site Insolentiae. Alors, d'un côté, on a eu, je reviens, pardon, je refais un peu un petit récap, hein. On a eu l'effondrement quand même d'une fintech spécialisée dans les paiements, Worldline, qui est cotée sur le CAC 40. Cet effondrement restera dans les annales. On parle de 60%, encore une fois, tout le monde l'a vu, de baisse en une seule séance. Mais on a assisté quand même, vous êtes d'accord, à une multiplication des accidents boursiers. On a eu Alstom, 37%, c'était il y a quelques semaines. On a eu Sanofi, tout ça sur une seule séance à chaque fois. Charles, quel est le point commun entre ces trois valeurs? C'est la question que je me suis posée tranquillement dans mon fauteuil. Je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce qui les réunit? À chaque fois, je me suis dit, elles ont déçu. Elles ont déçu, une prévision revue en baisse pour Worldline, un abandon de l'objectif de marge opérationnelle pour Sanofi, c'était pour 2025. 20% de baisse quand même, pardon, Sanofi qui baisse de quasiment 20%, c'était vendredi. Et puis l'avertissement sur la trésorerie, on s'en souvient plusieurs semaines d'Alstom. C'est quoi le point commun à ces trois-là? Elles ont déçu, c'est ça le... C'est des actions. Et les actions, c'est Non, mais on risqué. n'a jamais vu ça. Pardon, Non, on parle pas si, de biotech si, ou de David, petites valeurs en bourse, on parle David, du CAC 40. attendez, non, David, je m'inscris en faux, je ne suis pas d'accord. Regardez, prenez par exemple un autre accident boursier qui a vraiment défrayé la chronique. Vous allez me dire, c'est pour d'autres raisons, mais c'est très important de Alors se c'est le Enron, il remémorer. va me reparler d'Enron. Non, je vais vous parler d'Orpea. Ah, Orpea, les maisons de retraite, les papy-mamies, un marché sûr, du foncier, des actifs nets hyper importants et pourtant une crise immobilière avec une crise de taux d'occupation, avec une crise évidemment éthique et morale sur cette entreprise et le bouquin qui était sorti. Et puis vous avez un accident boursier majeur. Alors là, écoutez, excusez-moi, Worldline, c'est du pipi de chat puisque non mais Orpea, Charles, c'est Charles, je moins vous parle d'un flash 95%. crash sur une seule séance. Parce Non, non, qu'Orpea, c'est un dossier au long cours. oui, mais ce que je veux vous dire déjà en introduction, c'est que c'est des actions. Le premier point commun, et on va détailler, je vais aller plus loin, mais le premier point commun, c'est que c'est des actions. Et je pense que c'est important de rappeler qu'une action, c'est volatile. Et après, c'est volatile de manière extrêmement, potentiellement importante, avec des fondamentaux. Et maintenant, on va détailler un peu. Ouais. Parce Ces que les accidents proportions, pardon de boursiers, le redire, mais des proportions, encore une fois, des boîtes du CAC qui perdent 20, 40, oui, 60% sur une seule oui, séance, oui, c'est quasiment du oui, jamais vu, hein. mais c'est du jamais vu, mais c'est du jamais vu qui est parfaitement compréhensible. Worldline, en 2020, elle a un PER de 97. D'accord. Donc, on va expliquer ce qui fait la valeur d'une action. Soyons simples. Ce qui fait la valeur d'une action, c'est combien elle rapporte tous les ans. Et donc, quand Orpea rapporte plus rien et qu'en plus Orpea doit payer des amendes, eh ben, son action vaut plus rien. Le titre de propriété Orpea ne vaut plus rien. Et ça, c'est valable pour toutes les actions de la Terre, de tous les marchés, de toutes Non les mais entreprises attendez, dans le Worldline monde qui entier. revoit ses prévisions à la baisse, est-ce que ça Mais mérite attendez, une non, sanction de mais David, 60% sur le titre le PER, c'est le nombre d'années? d'années de bénéfices qui vont vous permettre de payer l'équivalent de l'action. Bon. Donc, quand on parle d'un PER de 97 pour Worldline, on parle de 97 années de bénéfices pour pouvoir payer votre investissement dans un contexte de taux d'intérêt qui a explosé. Mais c'est totalement délirant comme valorisation. Donc, si vous me demandez pourquoi Worldline baisse, ben, je vous dis parce que Worldline était tout simplement valorisé de manière complètement délirante avec un PER de 97, ce qui ne se voit pas même aujourd'hui avec des PER qui sont Ouais, mais extrêmement Sanofi, c'est élevés. pas un payeur de 97, et vous le savez bien, c'est de la Alors, pharma. Et pour autant, ça Sanofi, se prend du moins 20 en une séance quand même, hein, vendredi, hein. oui, Pour un abandon d'objectif de marge mais, opérationnelle sur 2025. mais David, je m'inscris en faux à nouveau. Pourquoi? Parce que sur Sanofi, en 2020 toujours, là où on a un PER de 97 fois sur Worldline, donc là on a bien compris que c'était survalorisé historiquement. En 2020, sur Sanofi, on a un PER de 8. Et donc, Sanofi s'achète 8 années de bénéfices, ce qui est à peu près cohérent. Vous allez voir votre banquier, vous êtes monsieur et madame tout le monde. Vous et moi, David, on va voir notre banquier. On dit voilà, je veux racheter telle petite PME, tel restaurant, tel commerce. Votre banquier va dire pas de problème. Le crédit, c'est l'équivalent de 7 années de remboursement. Voilà. Donc, ça doit tenir en 7 ans. Donc, quand on a un PER
de 8, donc on fait un rachat en 8 ans, on est tout à fait dans cette cohérence-là. Donc un PER de 8 pour Sanofi, c'est finalement extrêmement logique. Mais le problème, c'est que le PER de Sanofi, en 2022, l'année dernière, il est de 16. Il est au double de ce qu'il était en 2020. Et donc, en fait, Sanofi, il lui arrive la même chose. C'est une survalorisation Covid. Simplement, on part de beaucoup plus bas. Donc, la valorisation dans le PER, on n'est pas à 97, on n'est pas aussi délirant. Donc, ça peut sembler raisonnable et on se voit moins, et ça se voit moins. Mais en fait, là aussi, encore un point commun, c'est la survalorisation des PER, c'est-à-dire que on est sur des entreprises qui sont valorisées de manière trop importante. Et donc, dès qu'on a des inquiétudes et dès que les marchés ont des inquiétudes sur justement la capacité à ces entreprises à générer le même niveau de bénéfices, eh ben, on se retrouve avec des chutes majeures. Vous n'avez pas cité Google dans votre liste. Vous auriez pu parler de Google, David. Google qui annonce des bénéfices qui sont en hausse la semaine dernière. Hein. Google annonce des bénéfices en hausse, un chiffre d'affaires en hausse, mais Des prévisions. des prévisions un peu dégradées sur sa branche Cloud. Cloud. Merci David. On est dans le délire. Et là, Google s'effondre de 10%, une boîte merveilleuse qui a une croissance merveilleuse, qui gagne de l'argent tous les jours, etc., etc. Et pourtant, eh ben, elle a un PER qui est très élevé et la moindre inquiétude entraîne un réajustement très violent des marchés. Et donc, on retrouve à chaque fois, d'abord, ce sont des actions, mais ça, c'était pour vous taquiner, et donc c'est dangereux, c'est volatile. Et la deuxième chose, et qui est la plus importante, c'est évidemment un problème de valorisation. Et ce problème de crainte sur les valorisations… Pardon, je vous coupe, de crainte sur les valorisations, surtout qu'on oui. est, pardon Charles, avec des taux d'intérêt qui sont élevés. Et merci David. Et c'est là où toute déception est sanctionnée plus fortement parce qu'il y a l'arbitrage que tout investisseur peut faire en disant voilà, je vends telle action pour aller sur du crédit, pour aller sur l'obligataire qui est censé être moins risqué. C'est la trinité du risque boursier. Vous avez la hausse des taux, donc vous avez le risque de taux, vous avez le risque de récession, on a peur qu'on rentre en récession et que donc les bénéfices soient amoindris, attaqués, et vous avez l'inflation qu'il ne faut pas oublier parce que l'inflation, ça peut potentiellement éroder de manière très significative les marges. Et petite cerise sur le gâteau de notre trinité du risque, vous avez les risques maintenant géopolitiques qui pour le moment ne sont pas pricés parce que les marchés n'achètent pas la guerre, ils n'achètent pas la guerre totale, ils n'achètent pas l'extension de la guerre, etc., etc. Donc pour le moment, ce risque n'est même pas pricé. Mais si on reprend la trinité de base, le risque inflationniste qui peut éroder les marges, le risque de récession qui provient et de l'inflation et du troisième risque qui est le risque de taux. Et donc là, vous vous retrouvez avec quand même un problème majeur. Les entreprises endettées ou qui ont une forte dette qui doit sur plutôt les dettes d'entreprise et les dettes corporate, elles sont plutôt sur du court terme. Donc, on va avoir des grosses problématiques de refinancement de dette. Donc, tout ce qui est à capital intensif, ce sont des sociétés qui risquent d'être très volatiles, dont le cours risque d'être très volatile dans les semaines et mois qui viennent. Et puis, enfin, en tant qu'investisseur, en tant qu'épargnant, David, on n'investit pas en absolu, on investit toujours en relatif. C'est-à-dire que dites-moi ce que vous me proposez. Si vous me proposez de l'immobilier qui baisse avec de la taxation et de la fiscalité qui monte, ça ne va pas trop m'intéresser. Alors qu'au même moment, vous me proposez des actions qui ont des PER de 97 qui pourraient se casser la figure et que vous me proposez du taux d'intérêt à 4,20%, vous allez au CIC aujourd'hui, sur 12 mois, on vous propose du 4,2% en compte à terme. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous allez évidemment plus sur du produit de taux que sur du produit action, que sur du produit immobilier. Voilà. Donc tout ça, en plus, on investit en relatif. Bon, tous ces décrochages, encore une fois, boursiers, soudains, violents, ça traduit aussi comme un manque de confiance, évidemment, des investisseurs. Oui, je veux dire, c'est compliqué aujourd'hui, hein, avec tous ces périls, toutes ces menaces politiques, géopolitiques, économiques. Eh bien, vous savez, monétaires, ce sont des… Oui, mais évidemment, et ce sont des ambiances
de fin de cycle. Alors, ce n'est pas des ambiances de fin du monde, c'est des ambiances de fin de cycle boursier. Et donc, vous voyez bien que là, on a eu un cycle boursier extrêmement fort de reprise post-Covid. D'ailleurs, quand on regarde les graphiques des grands indices, bon, on a plutôt atteint le top et on est plutôt en train de redescendre. C'est pas un crack pour le moment, c'est juste un mouvement de correction, de réajustement. On perçoit évidemment l'inquiétude et la forte volatilité et donc la nervosité des marchés. La nervosité des marchés, vous voyez bien que quand cette ambiance commence à s'installer, vous êtes dans une ambiance de pré-crack boursier, un pré-crack qui est parfaitement logique et qui va se produire si les taux d'intérêt ne sont pas rebaissés très rapidement. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les marchés achetaient un resserrement de taux, un cycle de resserrement de taux qui allait être court, on montait très vite, très haut, mais on rebaissait très rapidement. Et finalement, les banques centrales sont en train de dire tout l'inverse. Ça va rester un peu plus haut que prévu, un peu plus longtemps que prévu, pour lutter contre une inflation un petit peu plus durable que prévu, puisque finalement, elle n'est pas si transitoire que ça. Et donc, quand vous mettez tout ça bout à bout, vous rentrez dans un véritable risque de récession. Et la seule chose qui fasse peur au marché, David, la seule chose qui fasse peur au marché, c'est pas la guerre, c'est pas l'inflation, c'est pas l'inquiétude, non, ils ont peur de la récession, parce que c'est la récession qui évidemment, et mettons-nous à la place des marchés, c'est très logique, c'est la récession qui vient évidemment fracasser, casser, détruire les bénéfices des entreprises. Et donc cette récession, après, encore une fois, on connaît les facteurs, l'inflation, la hausse des taux, etc., les inquiétudes géopolitiques, etc. Donc tout ça, ça forme un risque de récession majeur. Charles, il y a un point qu'on n'a pas évoqué ensemble. Certains experts voient dans ces décrochages un signe d'alerte sur la liquidité des marchés ou l'absence, le tarissement de la liquidité des marchés. Donc, marchés qui seraient de moins en moins liquides. Comment vous l'expliquez au commun des mortels? Et vous en pensez quoi? Parce que ce qui est vrai, c'est qu'on a vu le marché des obligations souveraines américaines, qui est le marché le plus liquide du monde, avec des variations la semaine dernière, notamment lundi dernier, de 20 points de base pour le taux à 10 ans américain en intraday, en une seule journée, ce qui est colossal. Donc, il y a aussi des forts mouvements, même sur les taux souverains américains à 10 ans. Ce problème de liquidité, d'abord, pour comprendre les bases de l'économie, je propose à tout le monde toujours de soit lire Picsou, grand milliardaire, soit relire Obélix et compagnie sur la notion d'offre, de demande, etc. à propos du cours du menhir. C'est absolument exceptionnel. Et donc, même les gamins comprennent l'économie, c'est juste extraordinaire, Obélix et compagnie. Plus sérieusement et au-delà de la boutade, vous avez déjà, c'était ce que je vous disais, on n'investit pas en absolu, on investit en relatif. Donc, première source de tarissement des liquidités, j'ai d'autres placements alternatifs aujourd'hui. Pourquoi aller chercher des marchés actions très chers alors que je peux aller placer sur du compte à terme et sur des produits de taux à moins cher? À beaucoup moins de risques en théorie et un rendement qui est quand même finalement pas négligeable quand j'arrive à 4-5%. Donc ça déjà, vous avez une réorientation du flux d'épargne, non pas vers la bourse, mais plus vers les produits de taux. Et donc moins de flux égale potentiellement plus d'accidents boursiers, quand il y a moins de volume. Parce qu'en fait, quand vous avez un mouvement de vente, en face, vous n'avez pas d'acheteur. Donc ce qui va amplifier la baisse, c'est pas le fondamental économique pur, c'est qu'à ce fondamental économique pur, qui est une difficulté économique quelle qu'elle soit, vous allez rajouter le fait que vous allez avoir un flux vendeur important et en face, pas d'acheteurs. Et donc, si vous n'avez pas d'acheteurs, eh bien, évidemment, vous avez une volatilité à la baisse qui est beaucoup plus sensible et beaucoup plus accrue. Alors après, ce n'est pas le seul phénomène de tarissement des liquidités. Le second phénomène de tarissement des liquidités, vous l'avez évidemment tous en tête, c'est la politique monétaire des banques centrales qui est beaucoup plus restrictive. Et donc, hausse de taux égale moins de crédit, égale de manière générale moins d'argent dans le système, égale entre-temps le fait qu'on a des emprunts qui, eux, arrivent à échéance. Alors, dans le processus de création monétaire, quand vous venez emprunter pour acheter votre maison 200 000 euros, David, aujourd'hui à moi banquier, je vous donne 200 000 euros, j'injecte 200 000 euros tout de suite dans l'économie. Donc, c'est 200 000 euros qui rentrent tout de suite dans l'économie. Donc, quand j'ai moins de crédit, j'ai moins de fois 200 000 euros qui rentrent tous les jours dans l'économie. Et ces 200 000 euros, vous allez les rembourser sur 20 ans. Et ce n'est qu'au bout de 20 ans, avec vos remboursements successifs,
qu'on aura stérilisé, c'est-à-dire détruit la masse monétaire créée de manière artificielle quand on vous a prêté ces 200 000 euros. Donc, avec beaucoup de crédit, j'ai un boost de création monétaire et de liquidité tout de suite qui vont se tarir et être stérilisés dans le temps futur. Mais le boost de crédit se fait bien tout de suite. Quand j'ai moins de boost tout de suite, bah, j'ai moins de liquidité dans le système. Mais comment l'argent du crédit se retrouve en bourse? Pardon, Alors, l'argent du crédit se retrouve en bourse parce que, David, vous avez acheté l'appartement à M. Dupont pour 200 000 euros et M. Dupont, lui, il part à la retraite dans le sud, dans sa résidence secondaire, et il se retrouve avec vos 200 000 euros qu'il allait placer en produits boursiers. Par exemple, encore une fois, là, c'est un effet multiplicateur macroéconomique. La personne à qui vous allez racheter ne va pas forcément placer en bourse, elle va peut-être racheter autre chose. Mais voilà, de manière globale, vous avez cette première création de liquidité qui donc vient à un moment donné alimenter, irriguer les marchés. Après, vous avez, ça c'est beaucoup plus banque centrale, vous avez des banques centrales qui, elles, vont prendre des collatérales en dépôt, vont permettre, là on rentre dans la grande finance, vont permettre de financer des fonds d'investissement, des fonds de placement, en gros de la spéculation. Et là, quand vous commencez à avoir une réduction des bilans des banques centrales, eh bien vous avez le système financier et les grandes sociétés d'investissement, les grandes banques, bref, la grande finance qui est un peu moins irriguée en liquidité. Et là, évidemment, ça joue de manière très, très directe sur la demande de placement sur les marchés financiers et donc sur les marchés boursiers. Mais ça touche aussi le marché, évidemment, le marché obligataire de manière importante. Allez, merci beaucoup. Explication complète signée Charles Sana, fondateur du site Insolencia. Et merci Charles, salut, bonne semaine. Merci David, bonne semaine à tous.